Bonjour Isabelle. Alors, on vous entend. On J'entends. vous entend. Ah, c'est bon, ça y est. Bonjour Isabelle. Alors, 14h31, on va commencer la présentation. Est-ce que, avant tout, tout le monde a une bonne visibilité de ce qui est projeté? Ouais. Lucas, tu as vu le monde qui débute? Oui, Neurogarden, Serious Game Sensibilisation. Je vois bien. À la neurodiversité et robustesse managériale. Oui. Euh, Oui, c'est parfait. ok, c'est bon. Alors, comme toute bonne présentation, on va débuter par la présentation des intervenants ici présents. Et on fera une mini-présentation de Sandrine qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Donc, Cécile, je te laisse te présenter. Donc, je suis Cécile Perret, je suis consultante en neurodiversité depuis 2021. Donc, je crée et j'anime des ateliers de sensibilisation sur la neurodiversité. Je propose du job coaching, donc de l'accompagnement collaborateur, de managers, de dirigeants et des bilans de compétences pour les personnes neuroatypiques. Et j'apprécie beaucoup de travailler en partenariat avec Hugues et Sandrine notamment. Euh, Parce que je pense qu'ensemble, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Comment passer derrière ça? Donc, Hugues de Combarel, donc j'ai créé Atypi Conseil depuis 2023 et je vais pas faire de bis, je fais de la sensibilisation. Escape game, atelier de sensibilisation présentielle, en distanciel, développement des compétences, donc des modules de formation et également du coaching, du job coaching et des bilans de compétences adaptés. Et Sandrine Garlus, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous, qui fait partie de ce trio infernal qui a le cerveau en ébullition en permanence, qui crée beaucoup de choses et dont le Neurogarden d'aujourd'hui. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Sandrine? Une équipe de neuroatypiques. Effectivement, une équipe de neuroatypiques au service de toutes les organisations. Alors, Pourquoi sommes-nous là? vas-y. Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi Bonjour. Bonjour, On a des gens mesdames. qui arrivent sur place. Alors effectivement, c'est en hybride, c'est-à-dire qu'il y a une présentation en visio, vous qui êtes derrière vos écrans, et deux personnes qui viennent d'arriver. Enchanté, bienvenue. Installez-vous. Une troisième qui arrive. Bonjour. Je vais vous faire du même côté. Donc on est en hybride, c'est-à-dire qu'il y a des personnes derrière la présentation qui est sur votre écran derrière, qui sont en ligne. Et on a trois personnes qui viennent de nous rejoindre en présentiel. Bonjour, enchanté. Bienvenue. Donc, pourquoi sommes-nous là? En fait, ce matin, on était ensemble à une réunion au Antilab où on a parlé de neurodiversité au travail. Et ce qu'on entend, c'est que les politiques diversité, neurodiversité sont en place, on va dire, au niveau décisionnaire, mais que parfois, sur le terrain, c'est pas toujours facile à concrétiser et que les entreprises ont besoin d'être accompagnées, les managers ont besoin d'être accompagnés pour trouver les solutions de manière à ce que la neurodiversité soit plus un sujet finalement dans les entreprises. Un sujet, parce que la neurodiversité, au final, c'est au travers chacune de nos unités. On est tous complémentaires les uns aux autres. Chaque entreprise a besoin d'un comptable, d'une DRH, d'un responsable qualité, etc., etc. C'est exactement la même chose dans le milieu de la neurodiversité. On est tous complémentaires au travers nos unicités individuelles. Les enjeux, effectivement, aujourd'hui en entreprise, c'est bien souvent la diversité cognitive, et on l'a encore vu, effectivement, ce matin, est encore mal comprise ou mal interprétée. C'est-à-dire que derrière des termes, malheureusement, qui deviennent malheureusement un peu trop génériques,
comme la neurodiversité ou d'autres acronymes tels que le TSA, le HPI, etc., etc. Derrière, on a aujourd'hui une connaissance assez réduite avec des informations qui sont erronées, partiellement erronées, et qui malheureusement voilà, amènent certaines fausses croyances au niveau de l'entreprise. Donc voilà, aujourd'hui, on est là vraiment pour vous amener, en tout cas, de manière ludique, à appréhender ces sujets de la neurodiversité en entreprise au travers le NeuroGarden. Donc on va donc vous présenter. Et comme vous le disiez, les managers sont parfois démunis. Alors, je pense que tous nos managers qui se retrouvent propulsés managers sans avoir forcément voulu être manager ou débutant manager se trouvent démunis et que aujourd'hui, ce qu'on attend d'un manager, c'est de s'adapter à chaque singularité de son équipe. Seulement, quand la singularité, elle est un peu plus éloignée de la norme que d'habitude, ça devient compliqué. Et derrière, les enjeux du management peuvent devenir complexes et pour les collaborateurs et pour le manager. Eh ben, je reprends la suite. Donc, effectivement, comme vous l'avez évoqué, Cécile, il y a, je vais prendre des gros guillemets, des normes effectivement sociétales qui aujourd'hui sont intégrées au sein de nos organisations. Les managers sont parfois démunis face à cela et ils ont besoin d'outils très pratico-pratiques, très concrets, on va dire, pour actionner les leviers, en tout cas, d'un management beaucoup plus inclusif, et donc développer, on va dire, le bien-être, premièrement, du collaborateur, mais ça va de manière bien plus large, on va dire, qu'au simple collaborateur atypique. C'est que ces leviers-là, aujourd'hui, vont être opérationnels à destination de ces profils, mais ça va bénéficier à l'ensemble du collectif au niveau des collaborateurs. Et pourquoi nous-là aussi? C'est parce qu'on s'est aperçu effectivement que dès qu'on parle de neurodiversité, on a très vite nos handicaps qui arrivent et que ça peut avoir tendance à être stigmatisant. Et notre envie, c'est de poursuivre ce qu'on fait depuis quelques années, tous les deux, tous les trois avec Sandrine. C'est de passer par le jeu pour parler de choses sérieuses et voilà, et démystifier les choses. On en parle en jouant et derrière, ça libère la parole et ça permet d'avancer plus facilement que sur quelque chose de très carré, normé, formaté. On le voit avec ce que vient de dire Cécile, on travaille effectivement depuis quand même plusieurs années ensemble, et on voit aujourd'hui que l'impact du jeu, la partie vraiment ludique en fait au sein des entreprises, au sein des organisations, amène les collaborateurs, les managers à une prise de confiance. Et cette prise de confiance, elle a d'ailleurs été répétée ce matin quand on vit, on va dire de manière ludique, une situation avec un impact de ces troubles dans le quotidien. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on prend véritablement conscience des difficultés qui peuvent être engendrées si un environnement de travail n'est pas aujourd'hui adapté ou évolue en fonction des richesses de chacune de nos unicités. Et effectivement, il y a cette nécessité aujourd'hui d'amener en tout cas une robustesse managériale, d'accompagner les managers qui aujourd'hui, de manière très opérationnelle, très concrète, sont sur le terrain et ont besoin, on va dire, d'outils très pratico-pratiques dans leur accompagnement pour amener vraiment cette robustesse dans leur rôle, intrinsèquement dans le rôle de manager. Pourquoi un jeu? On l'a un peu dit, hein, parce qu'effectivement, le jeu va dédramatiser, va permettre une meilleure communication, on va faciliter la prise de parole, va mettre en sécurité, donc on va désamorcer les peurs, on va permettre d'expérimenter sans risque. C'est le côté sécurité, là. Vous pouvez faire des erreurs, il n'y a pas derrière, vous allez voir la manière dont on présente le jeu, il y aura de problème pour personne, quoi. Donc, vous pouvez y aller, faites des erreurs, expérimenter et derrière nous, on va venir vous soutenir pour trouver les bonnes solutions. C'est vrai que quand on parle de neurodiversité, on entend beaucoup d'acronymes. D'ailleurs, il y a 3 grands acronymes qui reposent sur un diagnostic médical avec une reconnaissance, avec une RQTH, une reconnaissance qualité de travailleur handicapé. Ce sont des handicaps invisibles. Et effectivement, ce matin, il y a encore eu des rappels d'une personne TSA
sur des choses en fait complètement insignifiantes pour des personnes extrêmement conventionnelles. Alors, en visio, vous allez avoir du mal, entre guillemets, à l'entendre, ceux qui sont présents aujourd'hui. On a une soufflerie dans la Voilà. pièce. Ce petit bruit pour des personnes qui aujourd'hui sont neuroatypiques, qui vont avoir ce qu'on appelle une hypersensorialité, où les 5 sens vont être impactés. Ça peut effectivement avoir un impact au quotidien extrêmement préjudiciable pour la personne touchée par cette hypersensorialité, mais également un impact beaucoup plus important au niveau de l'équipe. Effectivement, c'est rendre en fait l'impact invisible du quotidien à la portée, au travers le jeu, de tous les collaborateurs, et favoriser effectivement au travers de ce côté très ludique une coopération, de savoir tiens, comment on peut accompagner tel ou tel membre de mon équipe, de mon binôme, de mon trinôme, la coopération effectivement entre toutes les équipes, avec le lien avec l'entreprise, entre les services ou entre les collaborateurs. Oh, pardon, excuse-moi. Et l'idée, c'est effectivement d'avoir un langage commun parce que, comme on le disait tout à l'heure, sur la neurodiversité, il circule plein d'informations. Et là, en faisant un jeu pendant lequel on va amener du vocabulaire, des définitions, etc., on va se dire que voilà, quand on parle de quelque chose, on parle de la même chose. Et ça permet derrière d'éviter tout quiproquo. Quiproquo qui parfois laisse malheureusement, qui amène parfois des managers ou des responsables, etc., à avoir de fausses croyances et à rester en fait enfermés dans un carcan qui biaise en fait la fiabilité, le factuel, on va dire, des actes au quotidien dans une entreprise. Pourquoi avoir choisi le jardin? Alors, NeuroGarden, vous l'avez compris, hein, c'est en lien avec la neurodiversité, c'est en lien avec le jardin. Pourquoi un jardin? On s'est dit qu'on pouvait créer une métaphore entre l'entreprise et le jardin. C'est une métaphore universelle parce que l'entreprise, c'est un écosystème vivant. On parle souvent de la neurodiversité comme un parallèle à la biodiversité et ça nous a paru complètement cohérent de se dire que, voilà, on pouvait dire que l'entreprise était un jardin. Dans un jardin, quand vous plantez une graine de haricot, par exemple, le haricot va pousser, va se développer parce que il y a une terre qui est propice avec des nutriments, il y a de l'eau, du soleil, on enlève les mauvaises herbes, etc., etc. Et si toutes ces conditions sont réunies, cette graine, elle va évoluer positivement et va vous donner une poignée, 2 poignées, 3 poignées, voire un panier carrément de haricots. Et ça, aujourd'hui, voilà, c'est amener à la connaissance des uns et des autres l'ensemble des vecteurs, l'ensemble des éléments qui vont permettre au sein d'une organisation de voir évoluer ces profils au sein des organisations. Donc, vous l'avez compris, on va comparer les collaborateurs à des graines et l'objectif, ça va être pour les managers de leur permettre de se développer dans les meilleures conditions en se disant, comme dans un jardin, que chaque plante a des besoins différents, que la plante ne pousse que si les conditions sont réunies, que le climat va avoir une influence sur la moindre personne dans l'entreprise et la moindre plante dans le jardin. Donc, il y a vraiment un parallèle entre le jardin et l'entreprise. Et la coopération qui reste indispensable. Alors, on a aussi réfléchi un peu sur le modèle permaculture, perma-entreprise, où on se rend bien compte que pour être efficace, on a besoin les uns des autres. Hein, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Et dans le jardin, on revient de plus en plus à ça, à se dire qu'il faut planter telle plante à côté de telle plante pour se protéger, se faire de l'ombre, etc. Et donc là, c'est un peu l'idée aussi de montrer que ensemble, finalement, on peut apporter des solutions qui vont être favorables au développement des collaborateurs, de leurs compétences, à leur performance, etc. Alors, le concept du jeu, on l'a voulu extrêmement simple, extrêmement intuitif. C'est-à-dire que chaque équipe doit faire pousser 4 graines. Alors, ce que dans le jeu, on va appeler les graines collaborateurs, malgré des aléas, alors ça peut être des aléas climatiques ou autres,
pour des besoins spécifiques et une dynamique d'équipe qui doit être, je dirais presque obligatoire pour que ces graines-là puissent aboutir, fleurir et donner des fruits, des légumes, etc., etc. La composition d'une équipe, hein, Pour chaque équipe, voilà. Les équipes reçoivent des graines. des graines. Donc, ils vont avoir, alors, je vais tout vous mettre en même temps. Donc, chaque équipe va recevoir un collaborateur typique qui va être une graine ressource, qui va être un collaborateur ressource, qui va donc amener de l'information. On va avoir un collaborateur typique ayant un comportement toxique. Ça peut être effectivement du harcèlement, ça peut être une incompréhension et à s'obstiner à faire à faire pousser un pied de tomate au milieu des ronces. Un collaborateur atypique avec un trouble 10. Alors, sachez pour information que le terme 10 est un terme générique qui est tombé dans le langage courant, que cette terminologie aujourd'hui dans la littérature scientifique n'est plus utilisée. Et on a voilà, décidé en tout cas de garder ce terme de 10 qui regroupe 6 troubles. Et un collaborateur atypique, soit TSA, donc le trouble du spectre de l'autisme, ou du TDAH, donc trouble déficitaire de l'attention, avec 100 hyperactivité. Pour chaque collaborateur, il y aura une fiche, enfin pour chaque graine, il y aura une fiche descriptive qui va nous dire que Clara, la graine de carotte, a un trouble du spectre de l'autisme, elle a des difficultés à communiquer avec ses collaborateurs, mais par contre, elle est très performante pour résoudre des bugs dans des programmes informatiques. Informatique, avec un excellent esprit d'analyse, de synthèse, etc., etc. Alors, vous allez avoir des ressources. Dans ce jeu-là, vous allez avoir donc 36 outils d'étayage. Ce sont les outils du jardinage, une pinette, un râteau, une pelle, etc., etc. Vous allez avoir 40 conditions de croissance. Donc, vous avez 40 possibilités d'amener votre graine à croître positivement. Vous allez également avoir 30 aléas. Ça peut être des aléas climatiques, ça peut être des invasions de pucerons, ça peut être de multiples aléas que l'on va retrouver également au sein des organisations. Un plateau jardin par équipe et un 2 animateurs parmi les 3 créateurs que vous avez vus en début de présentation. Alors, un ou deux, parce qu'en fait, pour vous donner un petit peu de contexte et voir les choses en perspective, effectivement, sur des sensibilisations au travers de ce jeu NeuroGarden, on le verra tout à l'heure, hein, mais ça peut être sur des périodes extrêmement courtes, 1 heure et demie, mais ça peut être également sur des formats un petit peu plus longs pour sensibiliser plusieurs équipes. Et à ce titre-là, en fonction du timing, on sera un ou deux animateurs. Et dans le jeu, on prend 12 personnes, on crée 3 équipes de 4 personnes. Oui, merci de ce rappel. Qui vont s'occuper chacune de leur jardin avec leurs 4 petites graines. Donc, dans chaque tour, en fait, évidemment, on est sur un jardin, on fait un parallèle avec une entreprise, on va faire un parallèle avec les saisons aussi. Donc, on a 5 tours, parce qu'on a un tour printemps, un tour été, un tour automne, un tour hiver et un tour où on va aller regarder ce qui s'est passé. Pour chaque tour, en fait, il va y avoir des scénarios qui vont être posés, mais l'idée, ça va être qu'à chaque fois, les équipes de 4 décident ensemble de ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils plantent? Qu'est-ce qu'ils choisissent comme outil? Quelle graine ils choisissent de planter? Comment ils s'en occupent? Poser les conditions, effectivement, en fonction de la saison, des besoins de la plante qui seront indiqués sur sa fiche. En tirer un aléa, parce qu'évidemment, dans l'entreprise, on le sait, tout ne se passe pas comme sur un fleuve tout tranquille. Donc là, effectivement, l'aléa va venir dire, là, en fait, vous avez planté, alors ça commence à pousser, et puis il y a quelque chose qui se passe. Une phase d'observation, qu'est-ce qui s'est passé en fonction de ce que j'ai mis en place? Est-ce que
vous allez voir, enfin, après, ça va peut-être être plus clair, mais sur les outils et les aléas, on vient vraiment refaire le parallèle avec ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, on va observer, est-ce que ça a été positif pour les graines, notamment atypiques, ou est-ce que ça ne l'a pas été? Pourquoi? On va réfléchir ensemble. Tout ça en mettant en lien management et ce qu'on fait dans le jardin. Et puis là, à la fin, mise à jour et on change de saison. Alors, quelques exemples dans les aléas que vous allez pouvoir rencontrer. Ce que je vous évoquais tout à l'heure, ça peut être une invasion de pucerons. Aujourd'hui, dans le potager, dès que vous avez les pucerons qui arrivent, qui viennent grignoter toutes les feuilles, on sait bien que de toute manière, la graine, la plante ne pourra pas survivre à cette invasion. Ça peut être la grêle, ça peut être la sécheresse, ça peut être la disparition, pardonnez-moi, des pollinisateurs. On entend bien souvent aujourd'hui que les abeilles se réduisent malheureusement une platette de beurre sous le soleil toulousain. Inondation, désolé, nous sommes encore dans le sud où il y a quand même énormément d'inondations, quoique non, dans le nord, il y a eu effectivement pas d'inondation. Et donc, tous ces exemples d'aléas, on va faire le parallèle, on va dire, avec les aléas qui peuvent intervenir aujourd'hui dans les organisations professionnelles. Et on l'a évoqué brièvement tout à l'heure. Alors, l'inondation, ça peut être une vague de commandes tout à coup. Il y a énormément de commandes et on n'est pas capable de suivre le rythme. La sécheresse, c'est je n'ai plus de matières premières pour réaliser ce que j'ai à produire. Voilà, donc parallèle systématiquement entre l'aléa et quelque chose de concret qui peut se passer dans l'entreprise. Effectivement, l'exemple des pucerons, ça peut être effectivement les contraintes budgétaires que l'on n'avait pas prévues, avec des évolutions budgétaires, des contraintes juridiques, etc., etc. Et comment aujourd'hui, effectivement, on fait au travers de ces aléas pour maintenir quand même l'évolution positive de la crise. On a des beaux exemples d'aléas en ce moment, quand même, avec une guerre ailleurs, qui fait que l'essence augmente et que ça crée des aléas dans les entreprises. Et oui, effectivement, oui, il y a ça. Il y a l'arrivée effectivement de ce président qui a balayé d'un revers de main toutes les politiques diversité et inclusion au sein de son pays, qui pourtant aujourd'hui avait quand même été le fer de lance dans beaucoup de domaines, en tout cas sur l'évolution sociétale. Bon voilà, c'est tous ces aléas qui font qu'aujourd'hui, on ne peut pas les maîtriser en interne. Et comment on fait justement pour les accepter, les appréhender et amener quand même en fait l'ensemble de nos graines à pousser correctement. On va avoir, là on vous montre quelques exemples d'outils. Ça peut être le râteau de feedback. C'est comment aujourd'hui on construit un feedback positif, constructif, pour justement sécuriser, amener en tout cas cette graine à évoluer positivement. Ça peut être la griffe de la médiation. Effectivement, quand on ne connaît pas quelque chose, on le sait. Dès qu'on sort de notre zone de confort, c'est désagréable, on n'est pas très, très, très à l'aise, on ne connaît pas. Et ce que l'on ne connaît pas, généralement, nous fait peur. Et donc, effectivement, cette griffe de médiation, c'est comment on amène de l'information, comment on essaye de trouver un point d'équilibre dans les connaissances, dans les approches, dans nos outils de communication. On peut avoir le paillage anti-stress, le paillage, pardonnez-moi, anti-stress. La vraie QVCT. La vraie QVCT, effectivement. Il y a la serre d'innovation, la boîte de coopération. Donc, vous voyez bien, ce ne sont que des exemples, mais aujourd'hui, voilà, ce sont des outils qui, en entreprise, vous en avez, certains d'entre eux, à votre disposition, mais comment on fait justement pour les optimiser et pour en développer d'autres? Donc, l'idée, ça va être à partir des scénarios qui vont se passer, des aléas qui vont être tirés, que les équipes de jardiniers là, qui doivent développer leurs graines puissent se dire, là, j'ai besoin de quelque chose pour que ma graine puisse vraiment se développer, vu que j'ai une invasion de pucerons, comment je vais faire? Et cette invasion de pucerons, derrière, elle va avoir ces conséquences-là. Et peut-être que, parce que là, aujourd'hui, j'ai un déficit budgétaire, enfin, j'ai des contraintes budgétaires qui font que je ne peux plus aller me servir à tel endroit, il va falloir que j'innove pour me servir de matériaux qui sont plus proches de chez moi. Et donc, je vais réagir comme ça. Enfin, l'équipe va réagir en se disant, je prends l'outil serre d'innovation parce que derrière, ça va engendrer telle chose et ça va permettre à ma graine de pousser.
Donc, on a vu différents aléas, on a vu différents outils. Et donc, maintenant, on va passer sur une phase de récolte. Et là, c'était vraiment un des moments clés du jeu. Donc, qu'est-ce qui a poussé? Quels sont les collaborateurs qui aujourd'hui rentrent dans cette grande catégorie de neurodivergents, de neurodiversité, de collaborateurs atypiques? Quel collaborateur a évolué positivement, a été épanoui au sein de son organisation? Qu'est-ce qui a bloqué? Parce que c'est l'échec permet aussi d'avancer. Et c'est important de se planter, c'est important de comprendre aussi pourquoi on s'est planté. Le pourquoi, de manière extrêmement large, c'est pourquoi aujourd'hui on arrive à récolter et quel parallèle avec nos organisations, nos entreprises. Alors, sur la présentation, je marquais avec notre entreprise parce qu'effectivement, quand on présente sur une organisation spécifiquement, c'est votre entreprise. Aujourd'hui, ce jeu est adaptable à tout secteur d'activité, à toute taille d'entreprise, que ce soit de la TPE, de la PME, le TI ou du grand groupe. Parce que, enfin, si tu peux revenir en arrière, je pense que ce qui est important aussi, et ça a été dit ce matin à une rencontre de Handilab, c'est que on va parler de comment on poussait les graines neuroatypiques, mais il faut regarder aussi comment ça se passe pour les graines typiques. C'est-à-dire que c'est pas favoriser l'un pour mettre en difficulté l'autre. Des managers, ce matin on a parlé aussi des managers qui se retrouvent avec des personnes neuroatypiques et qui se retrouvent eux en difficulté, ou qui sont eux-mêmes neuroatypiques et qui du coup ne savent pas toujours sur quel pied danser. C'est important. Enfin, ce qu'on veut, un jardin quand il est en forme, c'est l'ensemble du jardin qui est en forme. Il n'y a pas, on ne laisse pas dépérir un truc pour plaisir qu'il dépérisse. Donc, importance accordée à l'équilibre et au fait que tout le monde soit bien. Chaque élément d'un jardin alimente son voisin, sa voisine, etc., etc. Et c'est justement cette force collective entre les différents plants, haricots, pommes de terre, tomates, chou-fleur, les petits vers qui sont extrêmement importants, qui font un travail invisible à l'œil nu et pourtant qui aujourd'hui amènent de l'oxygène, amènent aussi un drainage au niveau des potagers. Et donc c'est tout ce continuum entre guillemets qui va faire que l'ensemble du collectif, l'ensemble du jardin va nous donner des bons fruits et légumes pour l'été prochain. Alors, ce que vous allez vivre, ce que vivent les participants lors de ce jeu-là. Premièrement, vous allez manipuler des cartes. Vous avez bien compris, vous avez différentes typologies de cartes, de classification de cartes, et donc vous allez venir les manipuler. Vous allez échanger, vous allez prendre des décisions, vous allez arbitrer. Pourquoi, tiens, je vais prendre le râteau, pourquoi je vais prendre la pointe, etc., etc. Et vous allez, comme tout bon jardinier, comme tout bon manager, gérer les aléas quotidiens. Pas assez d'eau, pas assez de soleil. Et en entreprise, on peut retrouver de multiples aléas. Une commande qui n'était pas prévue, qui est signée, qu'il faut qu'on livre dans 15 jours, alors qu'on a un projet, ça fait 6 mois qu'on est dessus. Comment on fait pour répondre positivement, pour continuer à répondre aux clients et aux projets internes? Ça peut être, c'est également la coopération interéquipe, et on a évoqué avec Cécile, cette coopération, elle est essentielle. Il n'y a pas un élément qui va faire que telle ou telle graine va pousser plus rapidement. Il n'y a pas un manager qui va faire avancer un collaborateur plus que l'autre. Non, c'est vraiment cette force collective qui va amener à la réussite. Et l'idée aussi, c'est que les 3 équipes de joueurs puissent coopérer entre elles. C'est-à-dire que certains vont avoir des outils, d'autres pas, et qu'il y aura des moments où on va les rassembler. C'est à la lumière, enfin, avec la métaphore de l'entreprise, dire on a des fois des services qui ont des bureaux à côté, mais qui ne se parlent pas. Et pourtant, s'ils se parlaient, il y aurait des choses qui font mieux. Et donc, cette coopération, on va l'induire. C'est-à-dire que voilà, à un moment, vous êtes bloqués, mettez-vous ensemble, discutez, quelles problématiques vous avez et quels outils vous avez déployés, vous avez dans votre boîte à outils que vous pourriez passer à l'autre pour résoudre sa situation et lui, qu'est-ce qu'il va pouvoir vous apporter. Donc, on vient induire cette notion de on décloisonne.
finalement, c'est comme dans les jardins collectifs, là, où je te passe une graine de ça, je te passe mon râteau parce qu'aujourd'hui, je l'ai oublié, etc., etc. Alors, ce que vient de dire Cécile est essentiel. D'ailleurs, c'est les 3 autres étapes, mais la découverte des besoins spécifiques, les conditions de travail, un collaborateur qui, au travers de son management, pourrait être considéré comme un élément toxique. Alors, je ne sais pas dans quelle entreprise, dans quel environnement vous travaillez, ceux qui sont français, ceux qui sont derrière leur caméra, mais pour avoir fait 20 ans en tant que manager dans le commerce, croyez-moi que les commerciaux ne parlent jamais aux comptables et les comptables ne parlent jamais aux commerciaux. Si vous les mettez côte à côte, face à face, dans une réunion de codir, vous avez une chance sur 2 pour qu'ils se tapent sur le coin de la binette, parce qu'il y en a un qui récupère les sous et l'autre qui dépense à gogo. Si effectivement on avait cette possibilité de trouver le point d'équilibre en fait entre ces 2 services qui sont aujourd'hui vitaux pour la survie des organisations. Si quand vous vendez, tiens, vous travaillez chez Parker, Hubro, toutes les marques de jeux, les commerciaux, ils sont là pour vendre, ils sont là pour faire fonctionner l'entreprise. Le commercial est là pour récupérer les sous et assurer la pérennité, la longévité de l'entreprise. Quel est le point en fait central entre ces 2 services, entre ces 2 graines, pour optimiser l'efficience de l'organisation et ainsi amener en tout cas l'organisation à être la plus pérenne possible. Donc voilà, vraiment aujourd'hui, on va vous plonger dans cet environnement au travers de jardinage, de trouver effectivement l'ensemble des leviers qui vont permettre, d'ailleurs tu parlais de QVTC, mais effectivement vont permettre le bien-être du collaborateur, le bien-être de l'équipe, et que chacun, en fait, main dans la main, avance dans la même direction au travers les complémentarités extrêmement riches d'une unicité. Pardon, si tu veux, je vais trop vite là. L'objectif aussi du jeu, on parle de neurogarder, mais aussi de comprendre les troubles neurodéveloppementaux. Alors, le trouble du spectre de l'autisme, on va trouver peut-être quelqu'un de structuré qui a besoin d'explicite, enfin, qui a besoin de structure, qui a besoin d'explicite, qui a besoin de calme. Le perturbateur qui est la graine, là, avec un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui peut avoir vraiment besoin de rythme et de priorisation. La graine avec des troubles 10 qui va avoir besoin, par exemple, de support adapté. C'est très réducteur hein, là dans la présentation. L'objectif, c'est effectivement de parler de tout ça et en même temps de dire qu'il n'y a pas une graine atypique qui ressemble à une autre, une personne atypique qui ressemble à une autre. Une anecdote, un jour, il y a un monsieur qui vient me voir, qui sait ce que je fais et qui me dit « Cécile, j'ai un problème, je viens de racheter une boîte et j'ai un collaborateur autiste et je ne sais pas comment lui parler. Est-ce que tu peux me dire comment je dois lui parler ?» Et là, je le regarde, je dis « Mais demande-lui. Je ne sais pas, je ne le connais pas, je ne sais pas te dire comment tu dois lui parler. » Et il me dit, un des gros problèmes, c'est quand je l'appelle de manière inattendue et que je lui demande un truc sur un dossier. Alors là, par contre, je lui ai donné un tuyau. Je lui ai dit, si tu as besoin de lui parler d'un dossier, envoie-lui un texto avant en lui disant que tu vas l'appeler à telle heure sur tel dossier, ce qui fait qu'il sera prêt à ce moment-là pour te répondre. Je l'ai vu un mois après, il m'a dit, Cécile, c'est fantastique. Voilà. Mais au départ, la première question, comment je lui parle? Je ne sais pas comment tu lui parles. J'ai pas un truc magique pour parler à une personne avec des troubles neurodéveloppementaux. Donc, voilà. Demande-lui, tu vas voir, ça c'est très facile. Mais ça reste très souvent en fait du bon sens. On ne se connaît pas. Les personnes qui sont derrière la caméra, moi je ne vous connais pas. De ce que j'ai vu en tout cas au tout début, on a vu certains de vos visages. Vous êtes une majorité à être des femmes, c'est factuel. Une femme par rapport à une autre femme, vous fonctionnez différemment. Vous fonctionnez de manière complémentaire. On ne peut pas dire qu'une personne ayant un TSA va avoir exactement les mêmes besoins que son collègue ayant également un TSA. Et si en plus on réduit une personne à uniquement son trouble, qu'on occulte en fait soit les troubles associés, ce qu'on appelle les comorbidités, ou qu'on occulte son caractère, son vécu, son parcours de vie,
son expérience professionnelle, vous réduisez en fait un collaborateur uniquement à une étiquette. C'est-à-dire que je pourrais, de manière un peu provocatrice, mais réduire toutes les femmes à une seule étiquette. Ce qui serait d'une aberration, ce qui serait condamnable. Oui, mais voilà. Non, mais ce qui serait condamnable, en fait, on est exactement dans ce schéma au niveau des organisations. C'est-à-dire qu'on va vous amener en tout cas à avoir une appréhension, une compréhension de ce qui se cache derrière des acronymes, TSA, TDH, 10. Et tout cela, et là-dessus, on a vraiment cet ADN commun où l'ensemble des définitions, l'ensemble des informations que l'on va communiquer repose sur des faits scientifiques et médicaux. Et c'est vraiment aujourd'hui l'ADN de Cécile, de Sandrine et de moi, c'est-à-dire de partager des informations qui aujourd'hui sont étayées, sont vérifiées et sont surtout vérifiables. Vous ouvrez Internet, vous tapez sur Google TSA, TDH, 10, et vous allez trouver des wagons et des wagons et des wagons d'informations qui sont, dans le meilleur des cas, partiellement erronées, dans le pire des cas, totalement erronées. Et ça, c'est vraiment important, en fait, qu'on puisse vous partager de l'information qui soit étayée, qui soit vérifiée scientifiquement et médicalement. C'est aussi comprendre l'inclusion, c'est-à-dire c'est comment aujourd'hui on adapte, on fait évoluer en fait le contexte dans lequel chaque individu au travers de ses unicités va évoluer au sein d'une organisation. On va également vous amener de la clarification, de la coopération. C'est-à-dire que l'inclusion, ce n'est pas uniquement travailler en silo sur tel ou tel trouble, sur tel ou tel individu collaborateur. Et c'est surtout, en fait, vous amener également cette protection dans le climat qui peut régner et qui doit être développé en termes d'ouverture d'esprit, d'ouverture à l'autre, de compréhension de chaque fonctionnement qui décline de nos propres unicités. L'inclusion, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. C'est quelque chose qui se travaille régulièrement, où il y a des besoins de représentativité, d'exemplarité, du plus haut de l'entreprise jusqu'à son plus bas niveau hiérarchique. Et effectivement, il peut y avoir des tensions quand on met en place une politique d'inclusion, de diversité. Et la parole est essentielle pour échanger et pour qu'il n'y ait pas justement de sentiment de déséquilibre ou d'avantages, désavantages, etc., etc. C'est super important. Donc, besoin de communiquer et besoin de travailler là-dessus pour garder un climat favorable. Alors concrètement, vous allez en retirer des bénéfices. Et là, on va faire un focus sur les équipes. Premièrement, c'est apporter en tout cas une meilleure compréhension mutuelle, globale, des environnements et des graines typiques ou atypiques qui poussent aujourd'hui au sein de vos organisations, dans chacune de vos équipes. C'est également le développement de l'empathie. Alors, de l'empathie, on ne va pas tomber dans les extrêmes, il faut dire oui à tout, on vit dans le monde des bisounours, pas du tout, ça n'a strictement rien à voir. C'est véritablement essayer de comprendre ce que vos collaborateurs, vos collaboratrices vivent au quotidien et comment on améliore collectivement cette dynamique. Cécile l'a évoqué tout à l'heure, je vais en faire un rappel, c'est-à-dire que ce qui va être bénéfique pour l'un sera bénéfique pour l'ensemble de l'équipe. Et ce n'est pas uniquement un levier, ce qui sera bénéfique pour une seule personne. C'est ce qui est bénéfique pour une personne du collectif, sera bénéfique pour l'ensemble du collectif, et donc, par ruissellement, favorable à toute l'organisation. Ça va vous permettre également de clarifier votre communication. Comment on amène aujourd'hui à échanger sur des sujets qui peuvent effectivement être conflictuels, peuvent être source d'incompréhension. Cécile l'a redit tout à l'heure, c'est pas facile au départ. On n'est pas là pour vous dire que tout le monde est dégoût, tout le monde est gentil, que c'est pas grave. Non, il y a effectivement aujourd'hui un besoin de compréhension, il y a un besoin de clarification, en tout cas dans nos outils de communication. Vous allez bénéficier également d'une coopération, c'est-à-dire qu'on va vous faire coopérer les uns avec les autres, équipes
une avec l'équipe 2 avec l'équipe 3, l'équipe 3 avec l'équipe 1, etc., etc. Vous avez vraiment travaillé main dans la main pour que l'ensemble de vos jardins puisse en tout cas apporter des haricots, des pommes de terre, des tomates, des choux, etc., etc. Et ça va vous permettre également d'aller rechercher, d'aller détecter les signaux faibles que l'on peut avoir à notre connaissance, que l'on peut percevoir au sein des organisations pour amener, pour embrayer en tout cas un début d'échange, un début de compréhension, une phase de questionnement, en tout cas voilà, pour appréhender cette richesse collective. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'à partir du moment où on organise des événements dans l'entreprise, c'est aussi un signal à l'ensemble des collaborateurs sur le fait que l'entreprise s'intéresse au sujet et que derrière, on a le droit d'en parler. On en parle, enfin, on voit régulièrement, moi, le nombre de fois, et toi aussi, ça doit être pareil quand on fait des sensibilisations, le nombre de fois où il y a des collègues qui sont ensemble depuis 15 ans et pendant un jeu, il y en a un qui dit « Ouais, mais moi, tu sais, en fait, je suis dyslexique et je me débrouille, j'utilise tel truc pour éviter de faire des fautes d'orthographe ou je le fais corriger à mon voisin ou je pense que j'ai un TDAH. » Et les gens travaillent ensemble tous les jours et c'est parce qu'il y a un atelier qui vont dire je suis concerné. Et alors qu'il y avait certainement des signaux, mais que le fait qu'on n'en parle pas, on ne s'autorise pas à le dire parce qu'on a peur que ça nuise à ma carrière, qu'on ait un regard différent sur moi. Là, le fait de dire on amène un événement où on va faire vivre des choses à des managers, c'est aussi dire à l'entreprise ou à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, c'est un sujet qui nous interpelle, c'est un sujet sur lequel on veut travailler, parlons-en. Des anecdotes, en fait, on en a, je crois qu'on pourrait, le 3, on écrit un livre. Moi, j'ai souvenir d'il y a quelques mois où j'ai fait une sensibilisation dans un grand groupe à la Défense. Pourquoi je parle de la Défense? Parce qu'en fait, durant la pause, en fait, il y avait 3 heures de sensibilisation. Au bout d'une heure et demie, il y a eu une petite pause, un café. L'entreprise avait préparé un café. Et donc, on était face à une énorme baie vitrée qui donnait sur tous les buildings de la Défense. Et il y a un collaborateur qui dit « Oh là, qu'est-ce que je suis content à son manager, qu'est-ce que je suis content que tu participes à ça, parce que maintenant, tu vas comprendre en fait ce que je vis au quotidien. » Et du tac au tac, le manager lui répond, bah, t'es con, pourquoi tu ne m'as pas parlé avant? Et du tac au tac, le collaborateur lui a répondu, mais t'es con, pourquoi tu ne m'as pas parlé avant? Juste, en fait, bien, mais tu t'intéresses vraiment, en fait, à ces sujets-là? C'est vraiment important, en fait, pour toi, ces sujets-là? Et à partir du moment où vous avez cette prise de conscience où, bah, t'es con, pourquoi tu ne m'as pas parlé avant? Juste cette prise de conscience-là, elle vaut, en fait, je ne vais pas dire quasiment toutes les sensibilisations, parce qu'elles sont essentielles. Je ne vais pas dire que ça vaut tous les modules de formation. Mais cette expérience, en fait, elle est aujourd'hui déclencheur d'énormément d'évolutions au sein des entreprises. Et on le voit quasiment quotidiennement, en tout cas, Cécile, Sandrine ou moi-même, on le voit de toute manière qu'aujourd'hui, très clairement, le fait de prendre conscience en testant, en aidant dans des situations, en prenant conscience, en fait, de toutes les difficultés qui peuvent apparaître, c'est ce qui va permettre aujourd'hui aux organisations d'avancer petit pas par petit pas. L'idée, c'est de prendre conscience des difficultés, des problématiques, justement pour permettre de révéler les talents. Parce que quelqu'un qui a été embauché, c'est parce qu'il a des compétences. Et comme les graines, si on met la graine de haricot, de carotte, etc., pas dans le bon environnement, elle ne va pas pousser correctement, elle va végéter. Alors que si on lui met le bon environnement, le bon engrais, le bon engrais, compost, ce que vous voulez, ça va pousser. Donc l'idée, c'est de se dire comment, en prenant en compte les besoins des collaborateurs, on se met en situation d'être dans du gagnant-gagnant, c'est-à-dire que le collaborateur peut s'épanouir professionnellement et l'entreprise qui l'a embauché va bénéficier de... Donc, on a vu pour les équipes, maintenant le bénéfice pour les managers. C'est bien évidemment cette gestion des profils atypiques. C'est comment, aujourd'hui, on donne les clés pour une meilleure gestion de ces profils au sein de nos équipes, au sein des organisations. C'est apporter
Et on l'a évoqué tout à l'heure, cette robustesse managériale qui est nécessaire au niveau des managers dans un monde qui aujourd'hui évolue continuellement. Juste une petite parenthèse, on a évoqué effectivement ce matin au Handilab, aujourd'hui c'est près de 20% de la population qui sont touchés aujourd'hui par les troubles du neurodéveloppement, ce qu'on appelle les TND, diagnostiqués ou non d'ailleurs. On a une part de plus en plus importante de diagnostics qui sont posés à l'âge adulte, au travers d'ailleurs les diagnostics posés auprès des enfants. Là, pour le coup, ça a été mon cas. Donc, on voit bien qu'on va dire amener cette robustesse au niveau des managers, elle va être essentielle. C'est une des clés, en tout cas, des évolutions positives au niveau des organisations. Et l'arbitrage et la priorisation. Effectivement, dans la priorisation, c'est de quoi on va avoir besoin tout de suite maintenant. Est-ce qu'on a besoin d'un tuyau d'arrosage, d'un arrosoir, alors qu'on est en pleine inondation? Pas persuadé qu'aujourd'hui, ça serait extrêmement pertinent, en tout cas, pour faire pousser nos graines. Donc, c'est trouver, en fait, être dans une posture d'arbitrage et de priorisation au niveau des outils, au niveau des leviers managériaux qui sont à disposition des managers. Le feedback et être explicite. Alors, le feedback, on a évoqué tout à l'heure, qui est essentiel, et surtout le fait d'être le plus explicite possible. Pour certaines personnes, oh là là, on a du pain sur la planche, la première image qui va venir, la première compréhension, c'est le pain de 2 livres sur la planche avec le couteau à pain à couper. Qu'est-ce que ça vient faire en fait dans un comité de direction? Bah, pour vous, effectivement, ça fait sourire. Alors, je ne vois pas ceux qui sont derrière les caméras, mais je pense que ça en fait sourire sûrement certains. Parce que vous connaissez le second, le troisième, quatrième, cinquième, 10e degré. Il y a des personnes qui, aujourd'hui, l'implicite, ils ne vont pas comprendre en fait les tenants et les aboutissants. Et la prévention des risques psychosociaux, ce qu'on appelle RPS, intimement lié à vos KPI en termes de QVTC, et qui, aujourd'hui, en tout cas, doivent être prises en considération de manière beaucoup plus importante qu'il y a encore 10, 15 ou 20 ans. Et on le voit bien depuis la pandémie du Covid. Aujourd'hui, le risque de burn-out chez les collaborateurs explose. Et on sait qu'aujourd'hui, les profils neuroatypiques, les profils atypiques en tout cas, sont plus sujets à ces burn-out. Voilà. Il est important aussi de travailler dans une logique de prévention des risques psychosociaux. Oui. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. L'idée, c'est de se dire que ce qui va être réfléchi là dans une dimension neurodiversité, profil atypique, c'est vraiment favorable à tous. Moi, je dis souvent, quand je fais les sensibilisations spécifiques pour des collaborateurs où je travaille avec eux les problématiques qu'ils ont dans leur équipe et derrière, on sensibilise l'équipe et on réfléchit aux solutions. Derrière, on a des solutions très pratico-pratiques. Finalement, tout le monde est gêné par des priorités qui changent tout le temps. Tout le monde est gêné par des choses qui ne sont pas explicites. Tout le monde est gêné parce que les comptes rendus de réunion ne sont pas suffisamment clairs, ou parce qu'il faut prendre des notes, ou parce que l'ordre de jour n'a pas été envoyé avant, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on doit intervenir, parce qu'on ne sait pas combien de minutes on a. Finalement, c'est gênant. Ça va être particulièrement gênant pour un profil atypique. Mais c'est gênant pour tout le monde. Et donc, se dire qu'en travaillant ça, on va trouver des stratégies pour que ça soit beaucoup plus fluide pour tous, ça va être favorable. Et on voit bien encore une fois de plus, ce n'est pas uniquement en silo, c'est vraiment travailler sur la globalité, la dynamique des équipes. Eh bien, je vais te laisser les bénéfices de l'entreprise. Pour l'entreprise, comme je le disais tout à l'heure, le fait de parler du sujet, de toute façon, va donner un signal aux collaborateurs qui vont avoir plus facilement la parole libre pour dire qu'ils sont concernés, poser des questions sur le sujet. On rentre par le biais du ludique, donc on vient démystifier, on vient dédramatiser. On ne vient pas faire une formation descendante. Vous allez être impliqué. L'idée, c'est de jouer. L'idée, c'est de se planter, c'est le cas de le dire, ou ne pas s'en planter et de réussir. Donc, voilà, pas vraiment dans ce sens-là, mais le jeu vient permettre vraiment de libérer la parole et de fluidifier les choses.
Derrière, à partir du moment où il y a un événement de ce type qui est organisé dans l'entreprise, on vient renforcer la politique handicap et derrière, ça peut avoir des effets sur la marque employeur, sur sa politique RSE, etc., etc. L'amélioration du climat social, ben forcément, quand on s'intéresse aux collaborateurs qui sont dans l'entreprise, c'est facilitant. Derrière, le sentiment d'inclusion qui est mesuré dans le cadre de la qualité de vie et des conditions de travail, normalement, s'en trouve favorisé. Parce que derrière, on va s'intéresser à mes besoins, on va s'intéresser à ma singularité, que je sois Pierre, Paul, Jacques, Jacqueline, Micheline, Cécile. ça. Voilà. On s'intéresse à moi, on s'intéresse à ce que je suis, on s'intéresse à mes besoins, on réfléchit ensemble. On ne va pas pouvoir, les entreprises ne peuvent pas répondre totalement aux besoins. Enfin, imaginons dans un jardin une graine qui a besoin de terre acide et l'autre qui a besoin de terre basique. Bon, on ne va pas les planter à côté, on va peut-être les mettre un peu plus éloignés, puis on va mettre un peu de ça, un peu de ça. Elles seront quand même dans le même terrain. Elles ne seront pas exactement dans le terrain qu'il faut, mais on va avoir avancé pour trouver la solution pour que ça soit le mieux possible. Donc, c'est se dire, voilà, on travaille ensemble, on se dit les choses et on améliore les choses. Donc, comme on a dit, des outils pour la qualité de vie et les conditions de travail, la responsabilité sociétale des entreprises. Et quand on fait tout ça, on a une culture d'entreprise inclusive qui est renforcée parce qu'effectivement, on en parle, on agit, on fait bouger les choses. Je vais être donc, ce que Cécile évoquait tout à l'heure, effectivement, c'est alors de 12 à 24 participants. Quand vous avez le jeu effectivement sur les 5 tours, il est essentiel voilà, de rester vraiment en fait sur ce format de 12 participants entre un, deux animateurs. Alors, au besoin, on vous enverra la présentation. Donc, voilà, on s'est demandé, effectivement, on la transmettra. C'est entre 1h30 et 3 heures de jeu. Ça veut dire que ce jeu-là peut être effectivement joué dans l'entièreté du jeu, mais on peut, pour des questions d'organisation interne aux différentes organisations, on peut bien évidemment le réduire sur des durées moindres. Le matériel est totalement fourni et le jeu s'adapte complètement à l'ensemble des enjeux de votre organisation. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que ce n'est pas du générique, 100% générique, qu'on peut le transposer à droite à gauche. C'est-à-dire que le jeu, il y a une base, il y a un socle, on va dire commun, mais ce jeu est adaptable à l'ensemble des enjeux stratégiques de votre organisation. Ce qui veut dire qu'au préalable, on va avoir un entretien qui va nous permettre d'être un peu diagnostic, sans mais de se dire si effectivement les enjeux ils sont vraiment sur la coopération parce qu'on a des services qui ne se parlent pas, nos scénarios vont se tourner pour faire en sorte vont évoluer un petit peu. La coopération. Donc en conclusion, NeuroGarden, c'est un jeu pour comprendre, pour coopérer, pour transformer, mais surtout, c'est faire pousser l'ensemble de vos talents. Et là, on ne reste plus en silo des profils atypiques. C'est l'ensemble des talents qui composent votre organisation. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, je vois juste là, voilà, pour respecter en tout cas ceux qui ont des obligations, on arrive sur la dernière partie des différentes questions que vous posez. Juste avant de répondre en tout cas à vos questions, sachez qu'aujourd'hui, bon nombre d'organisations ne respectent pas le taux de 6% de personnes en situation de handicap au sein des organisations. Ce taux est valable pour les entreprises de plus de 20 collaborateurs. Sachez qu'aujourd'hui, ce taux, il est très facilement atteignable. Alors, on ne me dit pas, bah oui, mais c'est pas, moi, je ne sais pas recruter des collaborateurs handicapés, parce que c'est très souvent handicapé et non pas en situation de handicap, parce que c'est l'environnement qui met une personne en situation de handicap. Sachez qu'aujourd'hui, au sein de vos effectifs, vous avez
statistiquement déjà des personnes qui sont en situation de handicap, qui soit ne le savent pas, parce que n'ont pas accès aux bonnes informations, soit ils le savent, mais n'ont pas fait leur démarche pour bénéficier de cette reconnaissance, qu'on appelle une RQTH, reconnaissance à qualité de travailleur handicapé. D'autres qui ont cette RQTH, mais ne l'ont pas fait valoir parce qu'ils ne se sentent pas suffisamment en sécurité au sein des organisations pour évoquer, pour partager cette RQTH. J'ai un exemple très concret, j'ai accompagné une entreprise dans le service à la personne il y a plusieurs mois maintenant. Ils sont passés de 2,1 à 5,7 sans aucun recrutement. Aujourd'hui, vos personnes en situation de handicap qui ont besoin d'avoir un environnement qui vont réduire l'impact de leurs difficultés, elles sont dans vos organisations. Et ce jeu-là va permettre également d'amener les collaborateurs, les managers à cette prise de conscience et donc ainsi développer un cadre sécurisant pour le collaborateur pour partager ces situations où il va être en difficulté, où il va être en situation de handicap. C'est bénéfique également pour l'organisation parce qu'elle va avoir une remontée, un petit peu les mêmes principes par capillarité. Plus on va en parler, plus on va avoir une remontée, on va dire, des RQTH. Donc, ce jeu-là, vraiment, amène en tout cas, c'est une carte facilitatrice qui va permettre en tout cas de répondre aux obligations légales, aux interrogations et à faciliter, à fluidifier en tout cas les échanges entre l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise. C'est juste mon dernier point. Avez-vous donc des questions? Si tel est le cas, nous y répondrons bien volontiers. Mesdames. Pendant le jeu. En fait, donc, ils vont être par équipe et nous, on va venir amener un aléa et on va les faire échanger là-dessus. C'est-à-dire qu'ils vont échanger sur ce qu'ils veulent faire ensemble. Donc déjà, on amène la coopération dans l'équipe. Et nous, après, derrière, on va expliquer les impacts que peuvent avoir telles décisions, etc. Donc, ils sont constamment en fait impliqués. C'est eux qui sont acteurs du jeu et de ce qu'il devient. Ils ont les mains dans la terre. Donc, c'est à nous, en fait, derrière, d'amener, de remettre en fait en perspective dans les différents aléas qui seront le soleil, etc. On vient justement, c'est vrai qu'il y a un ou deux animateurs, on vient en fait remettre en perspective, on vient apporter la compréhension et surtout amener les managers à cette prise de conscience réelle. À chaque saison, vous allez avoir un scénario et en fonction du scénario, les équipes vont réagir différemment. Elles vont choisir de faire telle ou telle action et on va les laisser réfléchir là-dessus. Et puis nous, à un moment, on va aller les voir et leur dire, bon, alors, vous avez fait quoi? Expliquez-nous. C'est là qu'ils ont la parole et c'est là qu'on peut changer. Oui. Le but, très clairement, il est là. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne propose pas de divertir vos collaborateurs pendant 1h30, 2 heures, 3 heures, et qui repartent, chouette, j'ai pu squeezer la réunion du comité de direction ou autre. Non. C'est effectivement avec ce levier ludique, c'est d'amener les collaborateurs, les managers, à prendre conscience des situations réelles que toutes les organisations aujourd'hui vivent, mais surtout repartir avec des leviers, des outils concrets. Il y a de grandes chances qu'au travers des scénarios, vu qu'il y a 15 à 20% de la population qui est concernée des neuroatypies, il y a de grandes chances qu'au travers des scénarios, les managers retrouvent une situation qui ressemble à une situation qu'ils vivent. Et c'est ce qu'on voit pendant notre sensibilisation. Juste, vous pouvez répéter la question parce que les personnes à distance ne m'entendent pas. La personne demandait en fait à quel moment les managers ont la parole dans le jeu et si le jeu apportait des solutions. J'ai un peu une question dans le chat.
Par contre, comment les employeurs peuvent-ils vous solliciter? Quel tarif prise en charge par la GFI pour une action de sensibilisation de la part de Cap emploi 77, Stéphanie Guidez? On enverra les tarifs Ouais. avec et les infos. Et la prise en charge de la GFI, je ne sais pas. Donc, sur les solutions, enfin, on va amener des solutions sur les scénarios qui sont proposés, mais aussi sur les échanges qu'ils vont avoir où on va nous dire, ah bah oui, mais alors moi, j'ai un collaborateur, il y a ça, et il y a ça, ou alors j'ai remarqué ça et comment je peux lui en parler. Bon, régulièrement, c'est OK, je suis venue, moi je pense que j'ai un collaborateur qui est concerné, comment je fais pour lui en parler? Rien que ça, enfin, derrière, c'est échanger là-dessus et dire non, vous n'allez pas revenir de la formation en disant toi, tu es dyslexique, il faut que tu ailles chez orthophoniste. Quoi. Justement, je suis allée à une formation, voilà, je suis allée participer à un jeu, on a parlé de ça, je connais, mais c'est vraiment ça, échanger sur le jeu, mais aussi échanger sur le quotidien de manager. C'est vraiment ce partage d'informations, ce partage d'expériences. Si aujourd'hui on ne communique pas, personne n'avance. Vous attendez des réponses, vous posez une question, en retour, vous avez en fait une réponse. Et c'est notre échange qui va venir nourrir la compréhension du NeuroGarden. C'est exactement la même chose en fait en entreprise. Plus on va ouvrir les mentalités, plus on va ouvrir les échanges avec tel ou tel collaborateur, et même bien au-delà en fait des étiquettes, bien au-delà d'un diagnostic de poser. C'est de quoi as-tu besoin pour te sentir en pleine force, en pleine compétence dans ton métier pour réussir. Et là, on va bien au-delà en fait d'une étiquette. Alors, je vous garantis que oui. Justement, l'idée, c'est de ne pas être descendant en fait, sur la théorie. Alors, un exemple très pratico-pratique qui vient en complément effectivement d'une Neurogarden. Il a un escape game qui se passe dans une bibliothèque. Moi, j'ai un escape game qui se passe sur un bateau. Au départ sur un bateau, au départ dans un port, puis ensuite sur un bateau. On le découpe parfois parce qu'il y a des contraintes en termes de temps. Donc, on fait juste 1, 2 ou 3 ateliers. Je vous garantis qu'en 1 heure et demie, vous ressortez. Déjà, vous avez la tête. Ah oui, c'est ça en fait l'impact de ces trucs-là. Et très clairement, vous repartez avec des outils en disant ah oui, effectivement, une dyslexie, c'est ça. Comment moi aujourd'hui, en tant que manager, je peux amener au travers d'outils, de postures, d'échanges, une réduction de l'impact de ces troubles dans son quotidien et avec des outils très pratico-pratiques. Et il n'y aura peut-être pas tous les outils, parce qu'évidemment, à la on ne fait pas 300 d'école de management. Mais derrière, c'est aussi ouvrir une autre réflexion, c'est voir un autre prisme, avoir un autre regard sur le fonctionnement de ces équipes, de la manière dont elles Martin, je suis du réseau régional des Cap emploi qui est au 6 de France. Alors, j'avais une question pour savoir depuis quand vous déployez ce jeu NeuroGarden, donc concept fort intéressant à peu près. On le présente pour la première fois aujourd'hui. D'accord, parce que du coup, comme vous parlez d'expérience client, je pensais que voilà, vous aviez peut-être un recul. En fait, on a le recul par rapport aux sensibilisations ludiques qu'on fait l'un et l'autre, sur lequel a déjà des effets. D'accord, donc là, vous êtes en phase de lancement. Là, oui, c'est ça. Pour revenir sur la question qu'appelle Cap emploi 77, qui fait du monde en ligne, je pense que du coup, les employeurs, pour ceux qui ont une obligation, qui sont soumis au taux d'emploi, ils peuvent le déduire de leurs dépenses déductibles parce qu'il y a encore cette possibilité-là sur l'année. Donc, à voir après dans quelle mesure des employeurs l'ont mis en place de cette manière-là, mais je pense qu'on peut aller plutôt sur cette ligne de dépenses. Voilà. Question dispense, je passe tous les points de parole de Bivouam. Jessica Dacosta, vous avez la main levée. Votre micro, oui, j'avais une question qui semble peut-être un peu pratico-pratique, mais comme j'ai entendu des questions et des exemples, j'ai du mal à voir, je suis désolée, dans le jeu. Je comprends très bien le principe et je trouve que c'est super adapté aux neuroatypiques et aux neurotypiques qui partagent un même jardin.
j'ai du mal à comprendre pendant le jeu à quel moment, on joue avec ça. C'est-à-dire à quel moment on met en avant les fameuses, fiches caractéristiques des participants. J'entends Par le parler biais de d'outils, de graines, ouais, d'aléas par le climatiques. en fait, c'est les distributions qu'on a et les scénarios qui sont distribués avec les graines que l'on a et ce qu'on va en faire, quoi. Je dirais que ça ressemble un peu à une fresque, un fonctionnement de fresque. Je sais pas si vous avez déjà fait ou, Oui. derrière, on vous demande avec les éléments que vous donne, donc avec les caractéristiques de vos personnages, le scénario qui se passe au printemps, ce qu'on vous demande de faire, et vous devez développer un jardin. Alors, Donc je vais pas détailler. finalement, le vrai dialogue se crée parce qu'il y a une collaboration, mais Ouais. jamais on nomme vraiment les neuroatypiques pendant le jeu. On parle de graines, on parle de plantes, on parle de caractéristiques. On joue à les mettre au bon endroit et compagnie. C'est ça? Oui, et après, quand vous avez la description de la carte, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, Clara, la carotte neuroatypique, la description de ce qu'elle est, ça va être une description d'un fonctionnement d'une personne avec un TSA. Donc, la graine devient humaine. OK. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on vérifie juste. Voilà, il faudrait qu'il précise, ce serait intéressant de tester pour décider, de proposer bon après, voilà, s'il y a du test, apparemment, voilà, ça va. Et qu'on peut en fait test. Il n'y a pas d'autres questions. Ok. Et dans l'assemblée. Vous avez un prototype aujourd'hui là? Non, pas la fête, non? Alors, non, aujourd'hui, on n'a pas le prototype. Matière, matériel. Matériel, au moment là. Ça ne serait tardé. Ça ne serait tardé. En sachant que Cécile vient régulièrement sur Paris pour animer ce type d'événement. Sachant que je suis sur Toulouse, il est en Normandie et Sandrine est à Paris, et donc on travaille éloigné. Donc, on bâtit petit à petit autour de nos structures. Donc là, on appréhende les choses et le matériel. Ah, c'est ça, non, c'est peu. Ici. Donc, merci pour ceux qui ont pris le temps de se connecter. Merci à vous, madame, d'être présentielle. Je pense qu'on va pouvoir couper. Merci encore. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci.